Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bon allez, on va pouvoir se lancer. C'est quoi ton sujet aujourd'hui d'ailleurs ? Eh ben les manifs de patrons. Ça ressemble à quoi une manif de patron ? Ah bah je sais pas. On est là, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. Pour le bien des actionnaires et pour qu'il y ait moins de fonctionnaires, même si Ruffin ne veut pas, nous on est là. CGT, t'es foutu, le MEDEF est dans la rue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap. Nous sommes le 15 septembre et la France est au bord du gouffre. Mesdames et messieurs, le MEDEF, premier syndicat des patrons, appelle à une grande mobilisation si les impôts des entreprises augmentent. Attention les yeux, ça va ruer dans les brancards. Alors, vous l'avez compris, Patrick Martin, le patron des patrons, se fâche tout rouge en cette rentrée. Il a fait état de sa colère dans une interview aux Parisiens ce week-end. Pour lui, les entreprises ne peuvent pas supporter de nouveaux impôts ou hausses d'impôts supplémentaires. Au contraire, il est même urgent de desserrer le frein à main pour relancer l'investissement. Et ne lui parlez surtout pas de la taxe Zuckman, ce projet de taxe de 2% des patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça lui file des boutons. C'est simple, il y voit tout bonnement une forme de spoliation. Oh, comme à peu près tous les droitards. Pour moi, c'est un épouvantail. Alors, ça marche chez ceux qui... Ça marche politiquement parce que c'est un drapeau de la révolte, mais ça fait pas fonctionner l'économie. Hein, voilà. À un moment où tous nos sportifs et tous les gens de la culture sont à Monaco et à Luxembourg, il y a des quartiers de Paris qui sont vides depuis la taxe Hollande. Je crois qu'il est en train de revenir lui-même là-dessus sur ce qu'il avait fait. Je pense que ça n'apporte pas de solution pour la croissance. Alors, cher Michel-Édouard, nous aussi, on est révoltés par tous ces exilés fiscaux qui quittent le territoire pour échapper à l'impôt. D'ailleurs, si vous voulez mener la bataille pour que l'État serre la vis à ces riches fraudeurs, nous vous assurons de notre plein soutien. Mais sur le fond, vous racontez n'importe quoi. Gabriel Zuckman, l'économiste qui a donné son nom à la taxe, est formel. L'exil fiscal en réponse à l'imposition sur la fortune est un phénomène négligeable. Aucune étude sérieuse ne corrobore cette théorie, et on dirait bien que l'épouvantail, ce n'est pas celui qu'on croit, Michel-Édouard. Ah oui, et puis sur cette question des soi-disant quartiers de Paris qui seraient désertés par le départ de ces riches familles fuyant l'impôt, on propose de les réquisitionner pour loger les milliers de personnes en attente de logements décents dans la capitale, et comme ça on fait une paire de coups. Le député LFI et président de la commission des finances, Éric Coquerel, a répondu à Patrick Martin du MEDEF sur CNews. Il dénonce un discours qui laisse croire que les patrons de TPE et PME auraient les mêmes préoccupations que ceux des multinationales. On l'écoute. J'allais dire que si tous les grands patrons qui sont concernés par la taxe Zuckman vont dans la rue, ça va être quelques centaines de personnes seulement. Parce que la plupart des grands patrons ne sont pas du tout concernés par la taxe Zuckman. Non, mais il n'y a pas que la taxe Zuckman, il y a aussi d'augmentation d'autres impôts. Déjà, vous me parlez de la taxe Zuckman. C'est-à-dire que la taxe Zuckman concerne les gens qui ont 100 millions de patrimoine, pour commencer. 100 millions d'euros. Et pour avoir été chef d'entreprise, la plupart des patrons, et vous le savez, je ne sais plus, le revenu était médian, la plupart moyen était de 4 000 euros il y a quelques années, donc il a peut-être un peu augmenté, mais vous savez qu'on est très loin de ça. Donc la plupart, je le dis aux patrons, parce que moi ce qui m'amuse un peu dans l'interview de M. Martin, c'est qu'il appelle le patronat à se lever, mais il y a patronat et patronat. Par exemple, j'ai fait une mission d'études sur la fiscalité des entreprises avec Jean-René Cazeneuve il y a 2 ans, rapporteur général, En Marche. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que proportionnellement, les TPE et les PME payent plus d'impôts que les multinationales. Vous trouvez ça normal ? Les TPE et les PME, nous, on travaille aussi pour eux parce qu'on pense qu'il faut alimenter leur carnet de commandes par une politique de relance. Mais ce qui est anormal, c'est que les multinationales payent moins. Et que pourquoi elles payent moins ? Parce qu'elles pratiquent des prix de transfert qui peuvent faire en sorte de délocaliser leurs profits dans des pays à fiscalité réduite. Par exemple, il y a une autre taxe Zuckman qui propose de corriger cet effet, qui fait qu'il n'y a pas un désavantage entre une multinationale et la TPE. Donc vous comprenez et elle paye tous ses impôts. Vous ne comprenez pas l'inquiétude d'un certain nombre de chefs d'entreprise. Oui, parce que c'est une fausse inquiétude, parce qu'en réalité... Fausse inquiétude, d'accord. Oui, parce qu'en réalité, Patrick Martin fait en sorte de laisser penser aux patrons qu'ils ont tous les mêmes intérêts. Non, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Bon, et puis revenons-en à notre manif de patrons. Enfin, manif, c'est un abus de langage. Évidemment que Patrick Martin a d'autres méthodes, plus chic, pour fédérer
fédérer son public, on se refait pas. Au lieu d'un défilé comme les gueux sous la flotte, il a pensé à un grand meeting. Oui, vous avez bien entendu, une bonne vieille réunion avec les petits fours et le champagne. Le patron des patrons rêve déjà, je cite, à des milliers de chefs d'entreprise de tout profil en termes de taille, de secteur d'activité, d'origine territoriale, pour bien signifier que nous refusons d'être la variable d'ajustement de politique qui nous paraissent contraires à la bonne marche de l'économie et à l'intérêt du pays dans lequel nous jouons un rôle important, je le cite. Quand on vous dit qu'ils sont fâchés, ça rigole pas. Cette méthode n'est pas une première en France. L'ancêtre du MEDEF y avait déjà eu recours en 1982. C'était les états généraux des entreprises, 25 000 patrons envoyés en bus jusqu'à Villepinte pour un meeting bien au chaud, à grand renfort d'écrans géants et de discours indignés. Leur drame, François Mitterrand, fraîchement élu, qui ose nationaliser et mener une politique un peu trop favorable aux salariés. Alors sous la houlette d'Yvon Gattaz, les patrons se plaignaient déjà des mêmes mots qu'aujourd'hui. Trop de charges, trop d'impôts, trop de paperasse, bref, trop d'État. Ils réclamaient une baisse des charges, une fiscalité plus juste, mais juraient qu'en échange, ils embaucheraient des centaines de milliers de jeunes. Alors au final, pas de victoire éclatante sur le moment, mais cette grande messe patronale a servi tout de même à ouvrir quelques portes dans les ministères et à obtenir quelques inflexions politiques un peu plus tard dans le temps. 23 ans après, Patrick Martin s'inspire de son prédécesseur et recycle la méthode, tout en sachant que la conjoncture lui est plus que favorable. Depuis son premier mandat, Macron bichonne les grands patrons et les entreprises. Donc il y a fort à parier que ces derniers n'aient pas à risquer de se faire éborgner par des LBD pour arriver à lui arracher quelques cadeaux supplémentaires. D'ailleurs, il y a quelques mois, une commission d'enquête du Sénat a fait état de ces nombreux cadeaux de l'État aux entreprises. Et la facture est colossale. 211 milliards d'aides publiques, rien que pour les entreprises, offertes sans contrôle, ou presque. Nous avions reçu le sénateur communiste Fabien Gay sur le plateau de la contre-matinale en juillet dernier. À cette époque, François Bayrou venait de dégainer son plan pour le budget 2026 et la sortie du rapport l'avait contraint à intégrer les aides aux entreprises dans ses quelques coups de rabot. On l'écoute. Tout le monde. Emmanuel Macron l'a dit, ce budget a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. Non, il n'y a aucun courage à saigner ceux qui ont déjà pas grand-chose et qui n'ont que leur force de travail et à épargner ceux qui ont déjà tout et qui se sont enrichis depuis 8 ans. On est maintenant la France des milliardaires, la France des rentiers, la France du patrimoine de ceux qui ont déjà beaucoup. Donc il n'y a aucun courage à cette question-là. Donc, mais voilà, comment vous l'avez vécu? Vous sortez de 6 mois d'audition, d'enquête, vous voyez qu'il y a 211 milliards qui ont été donnés à des PDG, à des actionnaires. Quelques jours après, M. Bayrou présente son budget, il veut faire, il me semble, 40 milliards d'économies. Et sa solution, c'est de taxer les particuliers. Comment vous l'avez vécu? Moi, en tant que parlementaire et citoyen, très mal. Bon, on ne s'attendait pas à autre chose. Donc, évidemment, il faut être au combat. Je suis combatif. Parce qu'il ne faut pas rester les bras ballants en se disant, bon, on va attendre. Non, il faut être extrêmement combatif, refuser, faire échec à ce plan et censurer M. Bayrou dès que possible. Mais après, évidemment, on est dans une bataille idéologique. Et moi, prenons bien, si on n'avait pas eu ce rapport, M. Bayrou n'aurait jamais cité les aides aux entreprises. L'effet qu'on ait dévoilé le rapport et 26 recommandations une semaine avant, que ce chiffre, même si certains essaient de le remettre en question, la masse, y compris à droite et au MEDEF, n'ose pas le remettre parce qu'il y a un chiffre objectivé, je le rappelle, pas du rapporteur communiste, du Sénat et d'une commission d'enquête votée à l'unanimité. Alors, rappelons encore une fois que, contrairement à ce que laisse entendre le patron du MEDEF, le patronat n'est pas une masse homogène. Un monde sépare le dirigeant d'une TPE, qui peine à boucler son bilan comptable chaque année, d'un Bernard Arnault qui croule sous les dividendes et se voit encore offrir des bonus par le gouvernement. Je vous propose de réécouter le propos de notre économiste maison, Thomas Porcher, dans l'Instant Porcher, du 4 août dernier. Il évoquait ce sentiment d'injustice fiscale qui monte en France. Tout le monde est conscient en fait qu'il y a une partie des gens qui ont fait sécession et qui échappent en fait au fonctionnement de la société. Ce sont les très riches qui se sont enrichis massivement. Répétons-le encore, leur fortune en une quinzaine d'années a été multipliée par 6 et on ne parle pas d'une fortune avec quelqu'un qui a 100 000 euros.
On parle de gens qui ont des milliards. Donc ces gens-là ont fait sécession, nous le savons. Et aujourd'hui, c'est vrai que des petites entreprises ou des classes moyennes, on va dire au-dessus de 2000, 2500 euros, ont l'impression en fait que toutes les réformes fiscales vont être pour eux quand les autres vont échapper à l'impôt. C'est ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Au moment des Gilets jaunes, les gens en fait se sont rendus compte qu'ils payaient un impôt supplémentaire alors qu'il y avait un an avant des cadeaux qui avaient été faits avec la baisse de l'ISF, avec la baisse de l'IS sur les grandes sociétés, avec la baisse de la flat tax sur les revenus financiers que la plupart des Gilets jaunes n'avaient pas parce qu'il faut être plutôt riche pour avoir des revenus financiers et qu'eux, on leur mettait une taxe sur quelque chose dont ils avaient besoin, la voiture. Donc c'est l'injustice fiscale qui est le moteur en fait de ça. C'est pas Nicolas qui paye, qui est fâché de payer. Il se rend compte qu'il paye alors que d'autres échappent à l'impôt. C'est ça la vraie question. Alors on le sait, même si la manif des patrons peut prêter à ricaner, sous Macron, ce sont toujours les plus favorisés qui récoltent ses faveurs et ses coups de pouce. Pendant ce temps, les précaires, les travailleurs, les jeunes et même désormais les malades doivent se serrer la ceinture, subir la hausse du coût de la vie et voir leurs droits fondre comme neige au soleil. Pour défendre ce qu'ils ont déjà gagné à la sueur de leur front, ils sacrifient des jours de salaire, affrontent la répression policière et prennent des risques pour se contenter au final, le plus souvent, des quelques miettes que le pouvoir daigne bien leur laisser. Mais il n'y a pas d'autre choix pour faire entendre nos voix, pour protéger ce qui nous appartient et qui a été gagné durement, et montrer que nous ne nous laisserons pas dépouiller sans réagir. La mobilisation est nécessaire. Alors ce 18 septembre, l'intersyndicale appelle une nouvelle fois à descendre dans la rue. Chaque voix comptera, chaque présence pèsera. C'est ensemble, unis et déterminés, que l'on peut faire bouger les lignes et rappeler que les droits des citoyens ne sont pas négociables. Et avant de passer au bref, je voulais prendre un petit moment pour remercier toutes celles et ceux qui sont venus nous voir sur le stand du Média à la fête de l'UMA ce week-end. Vos encouragements, vos petits mots et les discussions que nous avons partagées sont précieux et nous donnent une vraie énergie pour cette saison 9. Alors merci à vous, merci aussi à toutes celles et ceux qui nous regardent et suivent nos émissions. Sans vous, rien de tout ça serait possible. Vincent Bolloré pourrait encore agrandir son empire médiatique. C'est ce que laisse entendre le magazine Challenge. L'hypothèse selon laquelle le patron de LVMH, Bernard Arnault, souhaiterait se séparer du quotidien se fait de plus en plus insistante. Et pour cause, le Parisien accumule les dettes, 33 millions d'euros rien que sur l'année 2024 et plus de 500 millions d'euros en 10 ans. Un véritable gouffre financier qui n'impressionne pas Vincent Bolloré, déjà détenteur du groupe Canal+, du JDD ou encore d'Europe 1, à la différence de son homologue et ami, Bernard Arnault, le milliardaire d'extrême droite, ne se soucie pas de ce que peut lui rapporter financièrement un média. Lui, son souci, c'est uniquement l'influence politique que ce nouveau rachat pourrait lui offrir et faire avancer l'agenda de sa cause. Et c'est d'ailleurs précisément ce qui sème l'effroi au sein de l'équipe du quotidien parisien. Bolloré n'est cependant pas le seul à lorgner sur ce titre. Un autre milliardaire conservateur est aussi dans les starting blocks, c'est Daniel Kretinsky qui détient Marianne, Elle, Franc-Tireur et désormais la récente chaîne T18. Inquiets, les journalistes du Parisien ont directement demandé à Bernard Arnault de ne pas vendre. Cette vente, je les cite, reviendrait à livrer à une idéologie militante d'extrême droite un des grands quotidiens du pays et à appauvrir la pluralité de l'information en France. Sébastien Lecornu cherche toujours à former son gouvernement et avec l'objectif affiché de s'attirer à la fois la bienveillance du PS et du RN, évidemment pour s'éviter la censure immédiate. Pas une mince affaire. Le problème, c'est que d'un côté, LR et le RN ne lâchent rien sur leur obsession, l'immigration, et de l'autre côté, la gauche, et notamment le Parti socialiste qui doit être reçu ce mardi 16 septembre à Matignon, insiste sur l'abrogation de la réforme des retraites et sur la taxe Zuckman dont on vient de parler. Pas sûr que tout ce petit monde réussisse à trouver un terrain d'entente. Le nouveau locataire de Matignon a tenu également à tendre la main aux syndicats et au patronat. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'y est rendue. Je vous laisse écouter sa réaction à la sortie de son entretien avec le Premier ministre. Elle appelle notamment à amplifier le mouvement social du 18 septembre. J'ai dit au Premier ministre que s'il ne voulait pas rejoindre le cimetière des premiers ministres qui déborde déjà, il fallait qu'il affiche et qu'il prenne des actes de rupture forts et immédiats.
Et la première rupture, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, cette blessure démocratique et sociale qui ne passe pas et qui est à l'origine de la situation d'instabilité politique actuelle. Il faut abroger cette réforme. Je lui ai dit qu'il fallait aussi évidemment enterrer le musée des horreurs du budget Bayrou, qu'il fallait débloquer des moyens conséquents pour nos services publics, notamment les hôpitaux et les écoles, qu'il fallait augmenter les salaires et les pensions et prendre des mesures pour protéger notre industrie et mettre fin au licenciement. Le Premier ministre a écouté ce que je lui ai dit. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'un Premier ministre pour prendre des notes. On a besoin d'un Premier ministre pour apporter des réponses aux besoins et aux exigences des travailleurs et des travailleuses. Et que là, on est vraiment au pied du mur. En attendant de composer un gouvernement, le Premier ministre Lecornu a profité du week-end pour tenter de se démarquer de son prédécesseur, du moins dans la méthode, et de faire des annonces. Il est notamment revenu sur la suppression des 2 jours fériés proposés par Bayrou, a annoncé la création de maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux et la fin des privilèges à vie pour les anciens ministres. On doute que ça suffise à calmer la grogne citoyenne. Pendant ce temps, l'Albanie, elle s'embarrasse moins que Lecornu pour composer son gouvernement. Le chef de gouvernement socialiste albanais a nommé une ministre virtuelle générée par intelligence artificielle pour gérer les marchés publics. C'est une première mondiale présentée comme un moyen de lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Cette ministre, pour le moins particulière, a même un nom, c'est Diela, qui veut dire soleil en albanais, et une image, et son rôle sera désormais d'évaluer les appels d'offres et de recruter des talents du monde entier, je cite. Le Premier ministre albanais, qui a remporté une large victoire aux dernières législatives en mai, assure que grâce à cette IA, chaque denier public soumis à la procédure d'appel d'offres sera parfaitement transparent. Cependant, des réserves subsistent, notamment chez les experts, qui rappellent que malgré son potentiel, une intelligence artificielle peut se tromper et qu'elle ne peut se substituer totalement aux décisions politiques, surtout dans des situations complexes ou litigieuses. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que pour faire face aux médias des milliardaires et continuer à vous informer, le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.